Bonjour et bienvenue sur Radio CNV. Voilà, je suis Diane Baran et je suis en compagnie aujourd'hui de Maryse Laviorex, qui est formatrice certifiée en CNV et qui est thérapeute et qui met ces dernières années beaucoup d'énergie sur le sujet du couple. Bonjour Maryse. Bonjour Diane. Comment ça va? Très bien. En tout cas, je suis très heureuse de pouvoir répondre à tes questions là tout de suite. Oui, écoute, on s'était vu il y a déjà quelques temps et tu m'avais parlé de ce sujet sur le couple et je me suis dit chouette, j'aimerais beaucoup co-animer une entrevue là-dessus et du coup je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressée à ce sujet. Ah, comment le sujet du couple est arrivé dans ma vie. J'ai envie de dire que maintenant, du haut de mes 60 ans, je peux vraiment dire que j'ai l'impression que depuis toute petite, il y avait quelque chose en moi qui essayait de percer le mystère de comment fonctionnait le couple de mes parents. Et je crois que ça m'a vraiment mis le pied à l'étrier pour être toute ma vie curieuse de mais comment fonctionnent les relations. Et je vois que chaque fois que je rencontre des nouvelles personnes, j'essaye de regarder avec c'est quoi la magie de comment ça fonctionne. Et donc du coup, je crois que je suis rentrée dans les ordres. Non, je suis rentrée dans mon couple. Donc ça fait 38 ans que nous vivons ensemble. D'accord. Et un peu d'expérience là-dedans. oui, en tout cas, j'ai l'expérience d'une relation en continu sur 38 ans. D'accord. Avec des étapes qui se vivent avec la même personne, comme d'autres peuvent avoir des étapes dans leur expérience de relation de couple, mais avec plusieurs partenaires. Voilà, ça c'est la spécificité de mon expérience à moi. Voilà. D'accord. Ok. Et voilà, pour répondre complètement à ta question sur comment j'en suis venue à ça, je suis passée par des moments où vraiment j'ai eu l'impression de plus pouvoir ressentir de l'amour pour mon partenaire, mais de ressentir que de la colère, de l'insatisfaction et c'est un sujet qui m'a toujours passionnée. Je me dis, mais où est passé l'amour? Comment ça fonctionne? Voilà. Et je n'ai eu de cesse que de chercher au fond de moi mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça fonctionne? Voilà. Et ça a vraiment fait partie de tout mon chemin de développement personnel, en fait. C'est un peu comme si, à travers la relation de couple, en fait, j'ai cherché au fond de moi à travers ce sujet-là. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu. J'aime bien ta question. Où est passé l'amour? Mais oui, c'est ça. C'est ça. Mais où passe donc l'amour? Voilà, quand les désaccords pointent le bout de leur nez. Ouais. Et du coup, ça doit pas être, c'est pas des moments faciles pour généralement à vivre lorsque on a l'impression qu'on n'est plus en amour ou qu'on n'est plus amoureux de son partenaire. Voilà, c'est sûrement des moments où alors bien sûr, on peut avoir beaucoup de colère ou la souffrance qu'on peut exprimer à l'intérieur de soi. On peut la projeter sur l'autre. On peut se dire, c'est à cause de l'autre que je souffre. Mais au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte qu'en fait, ma plus grande souffrance, c'était le fait, moi, de ne plus ressentir l'amour. Et ça, c'était une de mes grandes découvertes. J'ai longtemps cru que c'était parce que mon partenaire ne me donnait pas l'amour que j'attendais, que je souffrais. Oui. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte, mais en fait, ce qui me fait le plus souffrir, c'est de ne pas être en contact avec l'amour au fond de moi. Et ça a été juste un déclic, parce que du coup, c'est ce qui m'a mis sur la piste mais en fait, qu'est-ce que c'est le manque affectif
Et qu'est-ce que c'est l'amour au fond de soi? Voilà, je te résume un chemin qui s'est fait sur plusieurs années, bien sûr. Et en fait, je me suis rendu compte que il pouvait y avoir un peu comme des couloirs séparés. Il y a le couloir de l'échange d'amour à partir d'un manque affectif. Voilà, l'amour en tant que besoin, je te demande de remplir tous mes réservoirs. Bien et sûr. Puis, je vais me mettre dans des dynamiques pour en recevoir encore plus, y compris t'accuser de ne pas être un partenaire suffisamment aimant, avec beaucoup de colère, en tout cas ce qui me concerne, pour te demander de m'en donner encore plus, et puis de m'apercevoir qu'évidemment, la manière dont je le fais, elle va t'éloigner de moi et elle va pas te donner envie de m'en donner plus. Et ça, c'est un obstacle assez fréquent. Hein, oui. Alors, j'ai envie de dire que peut-être que l'obstacle, oui, assez fréquent, oui. Quand tu me dis ça, ce qui me vient, c'est y a-t-il la conscience que quand on se met en couple, peut-être juste ce qu'on cherche, c'est que l'autre nous en donne. Oui. Et donc là juste, on part sur une voie qui va être très douloureuse, puisque du coup, on va se mettre dans ce que j'appelle, dans mon jargon à moi, on va se mettre dans de la dépendance affective ordinaire. Je dis ordinaire parce qu'elle est ordinairement admise. Ouais. Oui, c'est évident, si tu te mets en couple, c'est parce que l'autre va te donner de l'amour, puis tu es là pour rendre l'autre heureux. C'est ça. Ouais. Et là, il y a il y a quelque chose où vraiment, on part sur une erreur d'aiguillage, quoi, dès le départ. Dès le parce départ. Que du coup, voilà, on est menotté à mon bonheur va dépendre de l'autre. C'est ça. Donc en fait, c'est un couple de, on se menote à deux, quoi. Je sais pas si tu vois. À deux et on n'en est pas conscient. Et c'est surtout qu'on n'en est pas conscient. Et non seulement on n'en est pas conscient, mais tout l'entourage autour de nous, ouais. Quand je dis l'entourage familial, culturel, les chansons d'amour, les films d'amour, tout l'entourage est complice et renforce cette croyance. Comment? Tu peux nous donner des exemples? Oui, voilà, commence juste par les dessins animés. C'est un jour mon prince viendra et ils furent très heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Et ça, c'est vraiment, c'est très insidieusement infiltré tout notre subconscient. Notre subconscient. C'était normal, en fait. Oui, c'est ça. Voilà. Et un subconscient d'enfant. Ouais. Un subconscient d'enfant au moment où l'enfant tout petit, lui, il vit dans de la dépendance affective. Bien sûr. C'est-à-dire que dans son stade de construction, où il n'est pas encore mature, lui, il vit dans l'amour vient de papa, l'amour vient de maman. Mm-hmm. Et quand tu me parlais d'obstacles, un des principaux obstacles à ce moment-là, et qu'on va ramener dans le couple, c'est sûrement qu'il n'y a pas de clarté au niveau de ce qui se vit, au niveau des émotions qui est transmis à l'enfant. Et par exemple, je sais pas, je raconte n'importe quoi, l'enfant est en train de jouer au foot dehors, il a 5-6 ans, et puis d'un seul coup, il a oublié son ballon, ou je sais pas trop quoi, et il va rentrer dans la maison avec ses chaussures sales. Et puis, il va traverser le salon où papa, maman viennent de tout nettoyer, nickel. Mm-hmm. Et là, papa, maman se mettent à hurler, mais en disant, mais je suis pas ta bonne, ça va pas du tout. Voilà, une grosse colère, par exemple, qui est déversée sur l'enfant. Mm-hmm. Et à ce moment-là,
y a pas la clarté. Les parents ne disent pas je suis en colère parce que, voilà, pour moi, garder la maison propre, c'est important, ou que tu contribues à garder la maison propre, c'est important. Ils disent je suis en colère parce que toi, tu as fait une action qui m'a rendu en colère. Et le fait qu'on n'assume pas, que le parent n'assume pas, je suis en colère parce qu'il se passe quelque chose en moi. Mais non. Ce que le parent dit inconsciemment, c'est je suis en colère parce que c'est de ta faute. C'est ça. Et à cet endroit-là, l'enfant le vit, lui, dans ce moment de construction, tout petit, il le vit comme, en fait, je t'aime plus. Oui, j'ai fait une faute et du coup, tu m'aimes plus, en fait. Oui, et dans ce moment de construction où l'enfant est dépendant effectivement de recevoir de l'amour de papa, maman, avec cet obstacle de l'émotion que vivent les parents est vécu comme un manque d'amour, et là, il y a quelque chose qui se renforce au niveau de la culture. Et tout de suite, chez l'enfant, il y a, en fait, il faut que je fasse quelque chose pour recevoir de l'amour. Oui. Donc, je vais me conformer, je vais être un gentil garçon, une gentille fille. Ouais, c'est ça. Ou alors, je vais devenir un rebelle. Si dans la famille, quand on est rebelle, on est vachement reconnu. Et ça va vraiment conditionner tous nos rapports à l'amour quand on va entrer dans une relation en couple. Parce que du coup, par amour pour l'autre, je vais me taire, je vais rien dire. Et puis voilà, quand il y a toutes ces réactions émotionnelles où d'un seul coup l'autre se met en colère contre moi, et je suis juste terrifiée. Parce qu'à cet endroit-là, mais chérie, mais où est passé l'amour, quoi? Ouais, donc il y a vraiment toute une rééducation émotionnelle et une distinction à faire entre voilà les émotions, ce qui appartient aux autres et ce qui m'appartient, et du coup de pas de pas se culpabiliser lorsque ou de pas être complètement pris dans les émotions des autres, en fait. Et ça, c'est pas facile dans un couple. C'est d'autant plus pas facile que, j'imagine que je suis pas la seule à dire ça, mais dans le couple, c'est encore plus crucial et cruel. C'est pas facile parce que culturellement, voilà, quand on dit je suis en colère, on dit je suis en colère à cause de toi. Oui. Et donc, il y a pas d'apprentissage de base à quand je suis submergée par la colère, qu'est-ce que je fais? Tu vois, hier, j'étais dans une très grande entreprise qui est vraiment pignon sur rue, où je formais des formateurs à la gestion de conflits, justement. Et il me disait, mais voilà, en relation avec nos clients, nos participants, ils disent, mais moi, j'ai pas le droit de me mettre en colère avec des clients. Et oui. Donc, il disait, je me contrôle toute la journée. Et les formateurs leur disaient, mais alors du coup, toute cette colère, voilà, c'est quand il y a un client qui les insulte, ou des fois qui leur crache dessus, ou des choses comme ça arrive dans leur métier. Et ils disaient, mais alors, du coup, toute cette colère, qu'est-ce que t'en fais? Et les participants disent, heureusement, à la maison, je suis plus obligée de me contrôler. Et là, voilà, les formateurs disent, mais on n'ose pas imaginer du coup, comment on se défoule à la maison. C'est ça, auprès des enfants, peut-être, auprès de... Voilà. Donc, quand tu parles d'obstacles dans le couple, mais il y a juste un grand basique qui est que la réalité, c'est que les êtres humains vivent des émotions et que nous sommes très démunis. Donc, quand je passe toute la journée à me contrôler au travail, il suffit que ma compagne ou mon compagnon ou un enfant renverse un verre d'eau ou n'importe quoi, et tout ce qui est contenu déverse. Ça déverse.
Tu sais, Diane, je ne sais pas si tu es au courant des dernières statistiques Non. De l'OCDE, je crois, sur les violences conjugales dans les couples. Donc, c'est même des statistiques françaises, même, je crois, ou européennes, je sais plus. Il faudrait que je retrouve la source de mes informations. Et ils ont fait des recherches, la corrélation entre le niveau socioculturel. Alors, en l'occurrence, malheureusement, pour nous, ce sont des femmes souvent qui meurent sous les coups. Donc, même si je sais que les femmes peuvent être violentes, bien évidemment. Juste, ils sont intéressés à les femmes qui meurent sous les coups. Quel est le niveau socioculturel des hommes? Et à leur grande surprise, ils se sont aperçus que 70% des hommes qui du coup deviennent meurtriers, on va dire ça comme ça, en fait, ils ont un niveau bac+5. Et ça, c'est la grande... j'ai envie de dire, ça m'a fait un grand choc. Et voilà, et plusieurs spécialistes s'accordaient à dire que voilà, quand on a bac+5, on peut imaginer qu'en entreprise, on a beaucoup de responsabilités, beaucoup de pression, et que il faut nier tout ce qu'on vit. Et d'être vraiment, de pas montrer ses émotions, de rester calme avec ses collaborateurs, de vivre de la violence dans le milieu de travail. Et voilà, une des explications disait mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça le soir quand on rentre? Ouais, donc tu es en train de dire qu'il y a des conséquences qui sont énormes à subir cette pression et à la contenir, quoi. Alors, voilà, c'est pour moi, ne pas inscrire le couple dans le fil de l'humanité dans lequel nous sommes, dans l'histoire dans laquelle nous sommes, ce serait une grave erreur. Donc, nous sommes à la fois selon moi, dans un niveau de grande violence au niveau du travail, je ne suis pas la seule à le dire, avec beaucoup de restructuration, beaucoup de choses où on subit, des relations qu'on n'a pas forcément choisies, des restructurations qui viennent loin, dans lesquelles, voilà, peut-être quelquefois même on doit retransmettre des ordres à accomplir avec lesquels on n'est pas du tout d'accord, donc qui nous mettent dans un porte-à-faux vraiment très difficile, dans un monde où les besoins fondamentaux, monde professionnel dans lequel les besoins fondamentaux ne sont pas reconnus. Et en même temps, dans cette quête, en termes d'individus, on cherche à se développer de plus en plus. Voilà, les mariages arrangés, c'est fini. Enfin, c'est juste incroyable le chemin que le couple a parcouru, en tout cas dans nos sociétés, en un siècle. Mariage arrangé, c'est fini. Le mariage d'amour est arrivé. Le mariage d'amour dans lequel, soi-disant, amour, où on reste menotté parce que la femme ne travaillait pas jusqu'à la fin de sa vie, même si le couple ne convient pas, fini. Ah oui. Je sais pas, moi je me suis mariée il y a 34 ans. Maintenant, c'est un choix, en fait, si on se marie. C'est ça. Il y a 34 ans, dans mon milieu à moi de la campagne, c'était la honte qu'un enfant naisse hors mariage. C'était la honte. Aujourd'hui, 70% des enfants naissent hors mariage. C'est juste hallucinant. C'est hallucinant. Ouais. Hallucinant. Oui, c'est les dernières statistiques. Je suis surprise de ce chiffre. 70% des enfants naissent hors mariage. Ça ne veut pas dire que certains parents
ne légalisent pas leur union après pour des questions juridiques, fiscales ou je sais pas trop quoi. Mais c'est les dernières statistiques. L'année dernière, 70% des enfants sont nés hors mariage. Donc c'est juste un chemin incroyable. Donc aujourd'hui, dans un monde où les hommes et les femmes veulent s'épanouir, se développer de plus en plus, avec une pression du coup pour aussi réussir dans le milieu professionnel, se développer dans le milieu professionnel et pourtant dans lequel on vit beaucoup de violence, eh bien, avec dans un contexte où il n'y a pas d'apprentissage pour ces explosions émotionnelles qui sont très dures à l'intérieur, avec le fait qu'on n'a pas appris à relationner, en fait, le couple devient une marmite où, dès que c'est insupportable, on va quitter le couple. C'est un peu comme si on n'avait pas appris à transformer ça. Hein, les statistiques, j'aime bien regarder les statistiques, parce que c'est quand même des faits. Hein. Les statistiques au niveau des divorces montrent que, je crois que c'est 2 couples sur 3, enfin la moyenne de la séparation aujourd'hui en France, on se quitte en moyenne, alors de jamais rien dire parce que c'est toujours des moyennes d'extrême, mais on se quitte en moyenne au bout de 7 ans de vie commune. D'accord, ça c'est la moyenne. C'est la moyenne. Voilà, encore une fois, les moyennes ne veulent rien dire. Hein. C'est-à-dire que, on sait que le corps biologiquement est programmé pour vivre le sentiment amoureux, donc les émotions d'amour, on va dire ça comme ça, hein, parce qu'en CNV, on fait vraiment la différence entre un sentiment amoureux, je ressens de l'amour pour toi, et cette fameuse différenciation clé avec mais où est-ce que je vis l'amour en tant que besoin, comme énergie d'amour au fond de moi, comme je vivrais l'estime de moi, comme je vivrais la confiance en moi, hein, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, nous vivons pendant les couples, en tout cas c'est ce que je vois, hein, un besoin d'amour en creux. C'est-à-dire que j'attends que l'autre vienne remplir ma source. Comme si je demandais au couple, si je prends une analogie, par exemple si je manque de confiance en moi, c'est comme si je demandais à mon compagnon ou à ma compagne de restaurer le manque de confiance en moi. Et par exemple, je lui dis tout le temps, ça va, c'est bien ce que je fais, t'es contente de ce que je fais. Est-ce que je suis claire là-dessus? Moi, ce qui me surprend, c'est que quand tu prends cet exemple de l'estime de soi, on se dit, mais bien sûr que c'est complètement irrationnel. En tout cas, il y a quelque chose qui dit, mais ça fait pas de sens en fait. Si moi, j'ai pas d'estime de moi, je vais demander constamment à l'autre qui vienne nourrir ça. C'est clair que ça fait pas de sens. Par contre, avec l'amour, du coup, je trouve que ça m'éclaire en fait, parce que là, on se dit aussi, oui, on demande aussi à l'autre de venir remplir, nourrir ces parts de nous qui sont vides. Mais par contre, il y a quelque chose où c'est accepté. L'amour, c'est accepté. C'est ça. Mais de la même manière que dans le couple, c'est encore plus accepté. Mais dans le couple, ça peut être très accepté dans les premières vies communes. Que je nourrisse l'estime de toi. Du coup, je me sens important. Tu vois, je rassure ma compagne, je rassure mon compagnon. Mais si, mon chéri, mais vas-y, moi j'ai confiance en toi. Tu peux demander à une augmentation à ton patron ou tu vois, et du coup, je me sens important parce que du coup, l'autre me valorise quelque part, l'autre me valorise. Mais oui. Et dans ce contrat de couple qui, au départ, s'il est conclu par manque affectif partagé,
Dans un premier temps, ce qui fait tenir le couple, c'est que l'autre me valorise. C'est ça. Je me sens aimée, je me sens important, quelqu'un. J'entends souvent des gens qui disent, mais en fait, voilà, quand j'ai rencontré mon compagnon, ma compagne, il y a des fois, je me disais, mais ah bon, mais moi, je peux attirer quelqu'un comme ça? Ah bon, mais lui, avec une position si importante, ou oui, ou elle, ah oui, une fille aussi intelligente. Ah bon, mais vraiment, les couples témoignent de ça, hein, qu'il y a quelque chose qui en eux, on peut être surpris, hein, qui est très révélateur de, voilà, quand on est jeune, est-ce qu'on se connaît bien, est-ce qu'on a appris à nourrir l'amour. Alors, je vais faire une différence de l'amour en soi et de l'amour de soi. Alors, voilà, si on prend juste la première étape de l'amour de soi, souvent l'amour de soi, il a été nourri par l'extérieur. Les profs ont vu en moi que j'étais quelqu'un d'intelligent, je sais pas, j'ai bien réussi mes études, donc quand même, quelque part, je devrais être quelqu'un de bien, ou au contraire, j'ai mal réussi mes études, donc finalement, je suis peut-être pas quelqu'un d'important. Il y a vraiment tout un contexte là-dedans, hein, quand on se met en couple souvent jeune, très jeune. Que l'extérieur, du coup, vient nourrir, en fait, voilà, toute cette connaissance de soi, et on nourrit cette connaissance de soi et cet amour de soi par l'extérieur, en fait. Par l'extérieur, et avec des marques de réussite ou pas. Donc tout ça va induire automatiquement des espèces de contrats de dupes, hein, où oui, logiquement, tu vas venir rompre tous mes espaces de manque d'amour, et puis moi aussi, je vais faire pareil. Et bien sûr, tout ça a une... Des fois, je me dis que ce type d'amour-là, il a une date de péremption. Il a une durée limitée. Il a une durée... Cet amour-là, partagé à partir d'un manque affectif, où je viens remplir tes manques, tu viens remplir mes manques, a une durée de vie limitée. Parce que forcément, c'est pas un amour qui se renouvelle. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'il y a des crises de couple qui arrivent. Pourquoi? Parce qu'on est fatigué de toujours venir remplir le verre de l'autre, et puis il y a un moment, on est juste saturé. Mais je sais pas si c'est ça, ou en tout cas, moi j'ai fait deux distinctions. Donc c'est une des choses que j'essaie de développer dans le livre que j'essaie d'écrire. J'ai fait deux distinctions. Alors, j'ai appelé ça les dépendants affectifs, qui du coup, en manque d'amour, vont tout le temps aller chercher plus. Ils vont tout le temps, chérie, prends-moi dans les bras, embrasse-moi, dis-moi, je parle au féminin parce que je suis une femme, dis-moi que je suis la plus belle, on va prévoir une petite soirée ensemble, voilà. Donc ça c'est du coup le type de comportement que je vais faire, c'est je suis en manque, mais ça se voit, je le sens, et moi je vais chercher. Et puis souvent les dépendants affectifs se mettent avec ce que j'appelle moi les indépendants affectifs. Alors c'est blanc bonnet, oui, c'est blanc bonnet et bonnet blanc, hein. Donc l'indépendant affectif, en fait lui il est pas en contact avec son manque affectif. Et lui, son type de réaction, c'est j'ai besoin de rien, j'en ai toujours trop, et en fait l'autre vient tout le temps m'intruser. Et donc il faut tout le temps que je maintienne l'autre à distance. Et donc quand je vais demander de plus en plus de marques d'affection à quelqu'un qui a tout le temps peur de se sentir intrusé, l'autre me maintient à distance. Et plus je vais faire, plus l'autre me maintient à distance. Et plus l'autre me maintient à distance, plus je sens le manque. Bien sûr.
Tu vois. Et l'autre, il est plein de manque aussi. Sauf que lui, la manière dont il le vit, c'est ne jamais toucher mon manque, jamais sentir ma douleur. Et donc du coup, c'est des stratégies, pour être indépendant et pour voilà. Oui, alors c'est ça. Indépendant affectif, ça ne veut pas dire qu'il est autonome. Ça veut dire qu'il s'arrange pour garder son cœur fermé, parce que tant que son cœur est fermé, il touche pas son manque affectif. D'accord. Donc il rentre dans la relation avec un cœur fermé. Ok. Oui. Et du coup, l'autre, il est tout le temps blessé parce que l'autre, il veut pas lui donner ce qu'il veut et ce qu'il attend en tout cas. Et du coup, il y a toujours j'imagine des frictions, des conflits. Mais en fait, du coup, l'indépendant affectif dans le couple, lui, il demande rien. D'accord. Mais il n'en attend pas moins. Et ça peut faire des longs moments de silence, puis d'un seul coup, je sais pas moi, il ou elle a fait quelque chose et il n'y a pas eu de marque de reconnaissance pour ce qu'il a fait, et là, ça va exploser de toutes les façons. Toi, tu ne vois jamais ce que je fais. Donc, il ne va pas exprimer sous quelle forme il aime recevoir l'amour. D'accord. Ok. Donc, il y en a un qui est tout le temps préoccupé par nourrir la relation, et l'autre qui est tout le temps préoccupé par t'approche pas trop près. Et du coup, quand la crise elle arrive, c'est soit on se sépare, soit c'est une occasion de grandir. Quand la crise arrive, en fait, c'est pas une crise de couple qui se vit. Tu sais, c'est le seul mot de grec que je connais. Crisis, en grec, ça veut dire croissance. Et donc, oui, c'est ça. Et quand la crise de couple arrive, ça veut juste dire qu'il y a une crise de croissance. Mais même pas dans la relation de couple. C'est d'abord une crise de croissance chez l'un ou l'autre partenaire. Ouais, donc c'est individuel. Le système de fonctionnement qu'il a, bon, mettons que je sois dépendante affective, d'accord ? Si mon système de fonctionnement, il est tout le temps d'aller chercher de l'amour chez l'autre, c'est juste le moment où mon système de fonctionnement pour aller chercher de l'amour, lui, il est arrivé droit au mur. C'est le moment où, mais en fait, ce système de fonctionnement ne fonctionne pas, je n'obtiens rien. Et donc, c'est le signal à l'intérieur de moi que je devrais changer de mode de fonctionnement, de passer du dépendant affectif à trouver l'amour en moi. Mais comme je ne le sais même pas qu'il y a différents types d'amour, parce qu'en français, c'est le même mot, on confond amour, affection avec plein d'autres choses, d'accord ? Je dis juste, c'est le couple qui ne me convient pas, et donc je projette cette crise de croissance intérieure sur non, c'est le partenaire qui va plus. Et oui, c'est ça, c'est le couple, c'est le partenaire. Il faut changer. C'est ça. Alors qu'en fait, si je reviens vers moi à me demander, mais moi c'est ce que je fais dans les séminaires avec les couples, j'essaie de les ramener. Qu'est-ce qui demande à grandir en toi ? Qu'est-ce qui demande à grandir ? Qu'est-ce que tu sens là ? Et donc si par exemple, je sais pas moi, la personne me dit mais je n'ai aucune reconnaissance pour l'être que je suis, je vais inviter la personne à dire comment toi tu te reconnais en tant qu'être ? Qu'est-ce que tu aimes en toi ? Donc d'inviter la personne à se reconnaître et à déjà à conscientiser. Voilà, c'est une des pistes. C'est une des pistes. Qu'est-ce qui fait que cette reconnaissance qui se fait pas par le partenaire devient aussi douloureux ? Tu vois, parce que tu vas partir du principe que si tu as vraiment appris à mettre en route à l'intérieur de toi une reconnaissance de ce que tu es, en fait, tu t'occupes du gâteau. Et puis que, voilà, si le partenaire, il met pas la cerise sur le gâteau, bon,
Ok, mais c'est un gâteau qui n'a pas de cerise. Mais le gâteau, il est déjà là. le gâteau, il est là. Bien sûr que s'il y a la cerise, c'est encore mieux. Si tu peux partager de la reconnaissance réciproque, si tu peux voir l'être derrière, les comportements. Voilà. Donc c'est en fait ce que tu dis, c'est que c'est tout un travail de réappropriation de ces manques affectifs. Oui, c'est ça, avec beaucoup de responsabilités, parce que souvent les couples sont très déçus quand on travaille comme ça dans un premier temps. Ah. Parce que ils viennent quand même pour changer l'autre. Oui, bien sûr. C'est le fameux comportement de mais je vais vous expliquer pourquoi je suis malheureuse, regardez comment l'autre se comporte. Et donc dans un premier temps, ça peut provoquer beaucoup de réactions. De comment ça, vous me demandez de changer à moi à l'intérieur, alors que je suis en train de vous expliquer à quel point l'autre est la source de ma souffrance. Bien sûr. Et donc ce changement de conscience, il peut être très inconfortable. Ouais, inconfortable parce que on va rentrer dans une autre vision de la relation qui est pas du tout celle que culturellement on nous présente. Bien sûr. Est-ce que du coup tu pourrais nous donner quelques clés pour voir comment est-ce que tu travailles sur justement cette réappropriation de cette je sais pas comment tu le nommes, l'amour de soi, la responsabilisation affective, voilà, comment tu le nommes ce travail-là? Alors, une des premières étapes que j'aime bien partager, c'est d'abord de faire découvrir aux personnes qu'elles peuvent avoir une action avec leurs émotions et qu'elles sont obligées de se laisser déborder. Donc ça, c'est souvent une grande découverte, dire « Ah bon, alors d'accord, donc si moi, en fait, je suis pas obligée de me laisser déborder. Ou je suis pas obligée de voilà. Donc, c'est une création à entrer en contact dans son corps et à retrouver une ressource de corps pour apprendre à retrouver vraiment de paix avec ses émotions dans son corps. Donc ça c'est une des premières étapes. Ensuite, la deuxième étape, évidemment, elle va être de faire découvrir aux personnes qu'en fait, elles ont des besoins fondamentaux. Et souvent, c'est une grande découverte de découvrir qu'il y a des besoins fondamentaux. Voilà, on en a nommé quelques-uns tout à l'heure, estime de soi, confiance, mais ça va être aussi avec se respecter son rythme, est-ce que je me donne suffisamment de repos, voilà, tout ce qui va faire que ça va être des vraies sources de violence à l'intérieur de moi. Voilà, si j'apprends pas à me ressourcer, si j'apprends pas à m'occuper de mes besoins fondamentaux. Et il y a une question que j'aime bien poser aux couples, souvent quand ils en sont au module 2 de base, quand ils ont déjà une petite notion de qu'est-ce que c'est les besoins fondamentaux. Et je leur demande, est-ce que vous pouvez réfléchir à quels sont les besoins fondamentaux dont vous ne vous occupez pas chez vous individuellement et qui sont dommageables pour la relation de couple. Et 100% des couples, voilà, que ce soit des couples homo, hétéros, etc., il n'y a pas de différenciation. 100% des couples répondent, en fait, je m'occupe pas de moi. Je prends pas soin de moi. Mais je prends pas soin de moi, voilà, notamment, voilà, si on prend les couples jeunes, voilà, qui dans lesquels peut-être il y a des enfants qui arrivent, dans lequel il y a beaucoup de logistique le soir. Oui.
après des journées qui sont déjà tendues, avec des temps de transport, avec et en fait il y a une part, parce que la relation n'est pas mise au cœur du temps qu'on va passer. Hein. J'entends souvent, je gère les enfants, mais à quel moment tu relationnes avec eux? Tu vois, il y a des grandes différences. Et puis les couples se font la bataille de qui fait la vaisselle, qui fait les courses, qui fait. Est-ce qu'on partage la gestion des tâches? Oui. Mais est-ce qu'on s'occupe de. Est-ce qu'on est en lien, en relation, même quand on fait la cuisine, même quand on fait la vaisselle? Il y a quelque chose de remettre le relationnel au cœur de la vie. Oui, c'est la même chose au travail. En fait. C'est comment nourrir la relation, même lorsque on s'occupe de la logistique. On peut faire la vaisselle vite fait, ou on peut faire la vaisselle en s'amusant, par exemple. Et ça n'a rien à voir. C'est ça, on va retrouver les fondamentaux de la CNV. On peut faire la vaisselle avec il faut bien faire la vaisselle. Oui. J'aime pas ça, mais tant pis, je le fais. Puis il faut bien faire les courses, il faut bien faire le ménage. Et où il faut bien aller travailler, c'est la même chose. Tu vois, est-ce qu'à l'intérieur de chaque individu dans le couple, je vis ma vie à partir de choix où je vois que les besoins que je nourris, tu vois, ou est-ce que je fais à partir d'une posture où j'ai pas le choix, il faut bien faire les trucs, et du coup on subit la vie. Donc du coup le couple qui part pour partager de l'amour, qui part pour se faire une vie belle, très rapidement se trouve à partager, s'ils gardent cette posture individuelle à l'intérieur d'eux, il faut bien gérer la vie. Et gestion et logistique. C'est ça. Et du coup, tu te dis, mais là, pour vivre de l'amour, il faut relationner. Ouais. Mais où est la relation là-dedans? Des fois, 10 minutes entre la fin du film à 10h30 et 10h45 quand on va se laver les dents dans la salle de bain, quoi. Alors que c'est là où il y a vraiment, justement, le potentiel de croissance, c'est d'en nourrir la relation. Exactement. Et ça, c'est la grande découverte. Peut-être quelquefois, les couples, souvent, ils viennent parce que c'est la crise, on va dire ça comme ça. Hein, et quelquefois, ils sont pas prêts à abandonner l'idée que quand même l'autre, il faudrait qu'il change, il faut bien qu'il change. Hein. Ouais. Mais quand tu touches, par exemple, l'âme sensible du papa ou de la maman, où ils voient que la relation avec l'enfant, elle n'est pas confortable. Et ils sont pas OK de leur crier dessus ou d'obtenir des choses. Et quelquefois, je peux passer aussi par OK, donc c'est quoi la relation que tu voudrais avoir avec ton enfant? Et des fois, ils sont plus enclins à transformer la relation avec leur enfant plutôt que de transformer la relation avec leur conjoint. Mais des fois, ça peut être un couloir, quoi, par lequel on passe. Oui, parce qu'avec les enfants, c'est une évidence qu'ils ont envie de bonifier cette relation. Oui, c'est ça. Donc voilà, à chaque fois, oui, en tout cas, j'aide la personne à trouver, il est où son cœur ouvert? Parce que par exemple, si tu as un indépendant affectif qui garde un peu le cœur fermé, qui maintient un peu l'autre à distance, on va dire ça comme ça, souvent quand même le cœur il peut être ouvert au moment où il devient papa ou maman. Donc du coup, là, il y a un espace de cœur ouvert où on peut toucher quelque chose qui demande à grandir plus facilement. D'accord. Eh ben écoute, du coup, oui, je suis curieuse. Je vois que l'heure tourne et j'essaye de faire, tu sais, moins de 50 minutes ces entrevues. Et j'aimerais savoir, du coup, Maryse, est-ce que tu pourrais nous donner quelques clés, en fait, pour peut-être quelques clés de conscience, pour voir comment est-ce que on transforme, en fait, ces crises ou cette dépendance affective.
Est-ce qu'il y a encore quelques clés que tu vois? Tu nous as parlé justement de travailler sur à accueillir tout son univers émotionnel, à mettre plus de focus, à nourrir la relation plutôt que gérer l'intendance et l'organisation. Hein? Connexion avant action, Marcel Rosenberg le disait comme ça. Et est-ce qu'il y aurait encore quelques points ou que vraiment... Ouais, j'aime bien la manière dont tu poses la question, Diane, parce que ce qui me vient là maintenant, c'est de remettre le cœur de l'intention au cœur de la relation. A priori, quand on s'est mis en couple, c'est que notre intention, c'était de partager de l'amour ensemble. Et c'est un peu comme si cette ligne de mire-là, ce chemin-là, petit à petit, il se perd de vue. Et je ne connais pas beaucoup de couples qui se disent, tiens, on va se faire une petite réunion une fois par semaine pour savoir où on en est dans notre intention de se faire la vie belle, de partager l'amour. Donc ça me ramène à la responsabilité individuelle de chacun des membres dans le couple. C'est suis-je un bon gardien de l'amour? Est-ce que moi j'agite une petite poussette ou un petit drapeau en disant waouh chérie, est-ce que t'as pas l'impression qu'on est en train de perdre de vue ce qui au départ nous avait rassemblés? Et ça, il y a quelque chose de l'ordre de la responsabilité individuelle. C'est-à-dire que c'est peut-être le premier qui s'en rend compte. Disant, mais qu'est-ce qui se passe là? T'as pas l'impression qu'on s'éloigne de notre intention, qui était de mettre l'amour au cœur de notre vie? C'est ça. Et j'adore ce que tu partages en termes de responsabilité et aussi en termes de conscience, comme des gardiens. Est-ce que cette semaine, on a partagé de l'amour tous les deux? Et comment on a partagé de l'amour? Et si on n'a pas partagé de l'amour, c'est de voir comment on pourrait délibérément amener plus de partage, plus de liens. Mais il y a quelque chose pour moi là-dedans en tout cas dans ce que tu pointes, que il y a quelque chose de délibéré aussi à faire, dans le sens où il y a une conscience à avoir et qu'est-ce que moi je peux faire en fait. C'est ça, et c'est à partir du moment où tu arrêtes de projeter que c'est de la faute de l'autre qui t'aime pas assez ou pas comme tu veux, et c'est cette posture de se rappeler que j'ai 50% du gardien du temple, voilà. Et à partir de ce moment-là, voilà, où c'est plus de ta faute, on quitte cette posture de c'est ta faute. On peut commencer à... Qu'est-ce qui nous a empêché de vivre ça? Ou alors, on est dans cette posture de la demande, qui est de pouvoir dire avec des mots bien clairs, moi, voilà, quand je suis avec toi, j'ai l'impression que je vis de l'amour avec toi. C'est, voilà, même quand tu arrives, avant même de poser tes chaussures et ton manteau, tu te précipites pour me dire bonjour, pour me dire content de rentrer. Tu vois, j'aime bien regarder mon chien. et je regarde, c'est un grand maître pour moi, parce que les chiens, c'est des cœurs remplis d'amour. Et comment mon chien m'accueille quand je rentre? Il lâche son nonos, il lâche son coussin. Et il arrive en bondissant, plein de joie. Oh, t'es rentré. Et il fait la fête, il saute. Tu vois, il y a pas de sas. Il ressent de la joie et il l'exprime tout de suite. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait que nous, les humains, alors qu'on a une journée des fois difficile, qu'on rentre soi-disant dans un foyer qu'on adore,
avec un époux, une épouse ou un conjoint, conjointe et des enfants qui sont le fondement de notre vie, qu'est-ce qui fait qu'il y a une interface à l'intérieur de notre cœur et on a juste envie de se regarder en disant mais chérie, cache ta joie quoi. Cache ta joie de rentrer. Ouais. Il est où ce voile sur notre cœur qui nous empêche de sentir la joie qu'on a de rentrer, de retrouver les gens qu'on aime. Il y a quand même des questions fondamentales à explorer, quoi. Il est où ce voile qu'on met sur notre cœur pour même si au fond de nous, on sait bien qu'on aime nos enfants et notre conjoint, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive plus à l'exprimer, quoi? Ouais. Et à cultiver cette magie, à cultiver de la relation, à cultiver cette joie, à cultiver la gratitude, à cultiver vraiment cette... C'est ça. C'est une question fondamentale. C'est est-ce que je m'occupe de nourrir ma joie au fond de moi? Oui. Ou est-ce que j'attends que ça soit le couple qui m'apporte de la joie? Oh bah dis donc, mon conjoint ce soir il a vraiment pas marrant, hein. Bah bonjour hein. Ah bon? Parce que t'attends que ça soit l'autre qui soit joyeux pour sentir de la joie. Et ouais, et du coup, si l'autre n'est pas joyeux, et ben ma joie est cette joie. C'est ça. Ou est-ce que toi t'arrives joyeux, le cœur rempli de joie, et tu partages la joie que t'es? Bien sûr. Ouais, donc tu es en train de dire que plus du coup on va individuellement se prendre la responsabilité de nos besoins, de cultiver cette joie, de cultiver individuellement toute cette beauté, et plus on peut la partager en fait à l'autre, et plus j'imagine que ça nourrit la relation aussi. C'est ça, et c'est exactement ce que tu dis, Diane. Et du coup, ça devient du partage, mais libre. C'est du partage à partir du plein et pas à partir de manque. C'est-à-dire que j'ai une source de joie au fond de moi, j'ai une source d'amour au fond de moi, puis voilà, pour les personnes qui... ça a été ma grande découverte, quoi. C'est juste délicieux, je me réveille le matin, je sens l'amour au fond de moi. Waouh! Donc si mon conjoint est de mauvais pied et qui me dit pas bonjour, je fais pas un caca nerveux dès 8 heures le matin, quoi. Ouais, j'ai juste le cœur ouvert en disant, ça va, t'as pas l'air d'avoir passé une bonne nuit. Du coup, mon cœur, il est juste ouvert à accueillir l'autre. Et ça devient pas un drame de oh là là, mais avec qui je vis, bonjour la tête de mort qui me présente dès le matin. Oh là là, mais est-ce que je vais encore vivre 10 ans avec un mec pareil? Ouais, et là, du coup, de pouvoir aussi devenir un soutien pour l'autre. Et de pouvoir offrir de l'empathie, Exact. Et c'est tout à fait ça. Je vais juste accueillir l'autre et lui demander si peut-être il a besoin de quelque chose. Est-ce que je peux faire quelque chose pour contribuer à son bien-être? Ouais. Et là, du coup, ça devient un partage d'amour délibéré, dans le sens où on va aller vers l'autre et lui offrir quelque part. C'est ça. Et quand tu me parles des clés, peut-être que la dernière clé, je ne sais pas combien de temps il nous reste, Diane, que j'aimerais partager, c'est que souvent, le plus beau cadeau que je puisse être pour l'autre, c'est juste accepter que l'autre soit comme ça et que ça soit tranquille, qu'il n'ait pas passé une bonne nuit et qu'il soit pas de bonne humeur et que l'autre se sente accueilli tel qu'il est, quoi. Accueilli de manière inconditionnelle, hein, comme il est. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et à quel point parfois c'est pas facile parce que on a peur, que je sais pas, peut-être que de quoi on a peur quand l'autre est. On a peur d'en être la cause. Tu sais bien que la culpabilité, c'est toujours tout ce qu'il y a en arrière-plan. Ah, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que s'il fait la tête, c'est qu'il a rencontré quelqu'un. Parce que l'envers de l'amour, c'est la peur. Hein, on a parlé du manque affectif. C'est quoi le manque affectif? La peur d'être abandonné, la peur de ne pas être aimé, la peur. Donc du coup, on est tout le temps dans des process de se rassurer. Bien sûr. Et
Et quand on trouve cette source d'amour au fond de soi, ben, quelle libération! C'est ça, on n'est plus dans la peur. Tu vois, je me souviens d'une grande crise de couple que j'avais eue où vraiment, c'était terrible. L'autre avait vraiment envie de partir. Et ce jour-là, j'avais rencontré une amie qui m'avait téléphoné, je sais plus, au cœur de ma crise, je sais plus. Et elle m'avait dit, est-ce que tu aimes l'autre jusqu'à accepter qu'il soit heureux sans toi? Et je m'étais répété cette phrase un peu en méditation toute la journée. Et finalement, je crois que c'est ce jour-là où j'ai découvert qu'est-ce que c'était d'aimer l'autre. D'aimer l'autre jusqu'à ce que ça soit OK pour moi de ne pas être sa source d'amour. Et ce jour-là, ça a fait une transformation de dingue. Tu vois, juste quand je te le raconte, là, je le ressens encore dans mon ventre. Mais ça m'a fait une espèce d'ouverture de cœur. Est-ce que j'aime l'autre jusqu'à être OK, qu'il puisse être heureux sans moi? J'imagine que ça a été oui. En tout cas, c'était le chemin qui, ce jour-là, m'avait fait quitter ce chemin de souffrance insupportable où je hurlais de douleur à l'intérieur, tellement j'avais peur d'être abandonnée. Et du coup, je pouvais crier sur l'autre en lui disant « mais c'est juste dégueulasse ce que tu es en train de faire ». Et donc l'autre n'avait qu'une envie, c'est de se barrer. Bien sûr. D'aller loin de ce truc-là. Ouais. Et tu vois, ça va, on a encore quelques minutes. Et du coup, j'imagine qu'il y a quelque chose c'est parce que il y a quelque chose qui s'est apaisé à l'intérieur de toi, j'imagine comme une forme d'acceptation, peut-être de lâcher prise sur le fait que du coup, voilà, ça s'est transformé. C'est ça. Et c'est ce jour-là que j'ai inscrit au fond de ma chair que on n'avait pas besoin de faire de la communication non violente en couple pour transformer sa relation de couple. Intéressant. Et même si aujourd'hui encore, je vois bien que les séminaires sur les couples attirent beaucoup de personnes, mais moi, mon rêve, c'est que les gens viennent travailler sur leur couple en solo. D'accord. Ok. Qui viennent faire ce chemin de transformation. C'est-à-dire que je ne vais pas attendre que mon conjoint, ma conjointe soient d'accord pour commencer à faire un chemin. Bien sûr. Mais voilà, pour l'instant, ça n'a pas encore le succès que j'espère, mais peut-être que je pourrais peut-être communiquer plus là-dessus. Alors, justement, de quoi tu parles parce que tu fais des séminaires, des ateliers sur le couple en communication non violente. Et tu pourrais nous en dire un mot? J'ai envie de dire que même si la forme elle est particulière parce que je mets l'accent sur cette relation-là. Par exemple, je sais pas, en module 1, quand on va apprendre le processus d'auto-empathie, je demande au couple de choisir ensemble un fait sur lequel ils sont rentrés en conflit. Et qui se mettent d'accord déjà, les deux sur le même fait. Et déjà, c'est une grande surprise pour eux parce que souvent, ils ne sont pas du tout d'accord. Ce n'est pas les mêmes choses qui les mettent en conflit. D'accord, ok. Et donc déjà, se mettre d'accord sur un fait commun, sur lequel quand même les deux vivent quelque chose, c'est souvent
une grande surprise. Ah bon, c'est pas les mêmes choses qui les activent. Voilà. Ensuite, par exemple, je vais les inviter à vivre le process d'auto-empathie chacun de leur côté. Qu'est-ce qui se passe pour moi à partir de ce fait-là? Puis l'autre, qu'est-ce qui se passe pour moi à partir de ce fait-là, hein? Et sur le processus d'auto-empathie, bien sûr, on va apprendre à toucher les émotions, à prendre responsabilité du corps, et on va apprendre à aller chercher de quel besoin fondamental ça parle chez moi. Donc il y a déjà ce retour chez soi. Et dans le processus d'auto-empathie, il y a quelque chose autour de « et comment je m'occupe de ce besoin ?» Donc ça, c'est pas toujours très aisé, parce que la première fois, on a plutôt envie de mettre un besoin sur l'autre. J'ai besoin que l'autre me respecte, voilà. J'ai besoin que l'autre me reconnaisse, j'ai besoin... Voilà. Mais bon, c'est une première étape déjà d'aider à retourner vers ça. Ok. Et puis ensuite, bon, souvent dans le premier module, on n'est pas encore assez avancé pour exprimer ses besoins. Mais déjà de partager, tiens, voilà ce que j'ai découvert. Voilà de quoi ça parle chez moi. Ah, et toi, de quoi ça parle chez toi. Ok. Et du coup, dans des faits similaires, tu vois, même si on n'est pas très avancé, qu'on n'a pas encore 6 jours de CNV, etc., c'est voilà. Et maintenant que je vois de quoi ça parle chez toi et de quoi ça parle chez moi, dans une situation identique, qu'est-ce qu'on voit déjà qu'on pourrait faire différemment pour prendre en compte ton besoin et le mien. Bien sûr. Et voilà, donc ça va vers des étapes comme ça, et puis petit à petit pour les couples qui restent, parce que ça c'est une grande difficulté, c'est que beaucoup de couples veulent faire le module 1. En module 2, tu en vois déjà beaucoup moins. Parce que souvent, voilà, c'est un des pièges, c'est que dans le module 1, il y a un conjoint qui est amené de force par l'autre. Mais oui. Quand tu leur demandes pourquoi tu viens, parce que l'autre m'a pas laissé le choix. Ok. Donc une fois qu'ils ont fait le contrat de ok, je suis venu voir ce que c'était. Ok. Souvent il y a un des conjoints qui veut arrêter. Ok. D'accord. Et c'est là où j'ai vraiment envie de mettre encore plus l'accent, mais quand ton conjoint il veut plus, que toi tu peux t'arrêter dans ton chemin. Mais on voit bien que une des raisons d'amener mon conjoint à faire de la CNV, c'était pour qu'il change. Mais c'est ça. Alors que là, vraiment, toi, tu mets l'accent sur la transformation individuelle qui va peut-être transformer le couple ou la relation. Mais oui, exact. Mais tu sais, même quand on fait des stages de module 1, module 2, module 3, mais tout public, je veux dire, pour là où les gens ne viennent pas en couple, oui. Quand les gens, même en module 3, retravaillent une situation de couple, je vois bien que le besoin, il est encore mis sur l'autre. Et que c'est encore une grande surprise de leur dire, mais attends, ça c'est un besoin, une exigence sur l'autre, ça. Ah oui, mais quand même. Et donc, il y a quelquefois dans l'apprentissage de la communication non violente, pour l'un des deux qui est déjà plus avancé, il y a quelquefois une intégration qui est encore un peu bancale. Tu vois, où je découvre que j'ai des besoins, et du coup, mes besoins qui sont pas nourris en moi, ils crient tellement que je vais être en train de crier sur l'autre. J'ai besoin de reconnaissance pour ce que je fais. Et là, il y a une compréhension, en tout cas, ça fait partie du chemin. Hein. Et quelquefois, voilà, on voit des conjoints qui ont déjà fait 1, 2, 3 modules de CNV et pour lesquels c'est une telle révélation qu'ils veulent absolument que leur conjoint vienne, mais à partir d'une zone d'exigence. Oui. Et qui donne pas du tout envie à l'autre, du coup, de continuer et de... L'autre, c'est ça, comme tu dis, il arrive en freinant, quoi. Ouais. En freinant des 2 pieds, des 2 mains, quoi.
Donc, ce que tu es en train de nous dire, c'est vraiment que c'est tout un univers de se réapproprier, voilà, ses sentiments, ses besoins, et que c'est un travail individuel, le couple, pour ensuite pouvoir partager toute notre source de joie intérieure avec l'autre, en fait. J'aime bien ce que tu dis, Diane, et en même temps, j'aurais envie de transformer le mot travail. Parce que tu sais Exploration. L'étymologie, c'est avec torture. Oui, je la connais en plus. Donc, est-ce que ça pourrait être une exploration? Pour moi, c'est une œuvre. C'est une Est-ce que je me vois comme une œuvre d'art? Est-ce que j'ai d'œuvrer pour vraiment redécouvrir toute la beauté de ce que je suis? Et l'offrir à l'autre. Ouais, et est-ce que je vois que l'autre est aussi une œuvre d'art? Et à travers nos zones peut-être de conflit qu'on vit dans le couple, est-ce que je vois que l'autre est un révélateur de ce que je suis? Tu vois, c'est un peu comme si j'ai envie de mettre le chemin spirituel. Et puis moi, je suis, par exemple, une calèche avec un cheval, hein, le cheval étant le cheval de mes émotions. Et puis, en fait, sur le chemin, à côté de moi, il y a une autre calèche qui est celui de mon conjoint, de ma conjointe. Tu vois, et puis, à l'intérieur de la calèche, il y a mon être, celle qui sait ce qu'elle est venue faire sur Terre. Hein. Et puis, de temps en temps, sur le chemin, ce sont nos chevaux émotionnels qui s'aiguillent, qui se mordent. Et des fois, il y a le cheval de l'un qui vient mordre le cheval de l'autre, puis paf, moi, je pars avec toute ma calèche dans le fossé, quoi. Tu vois. Est-ce que vraiment je vois le couple comme étant du compagnonnage vers cette réalisation de soi, j'ai envie de dire ça comme ça. Donc que les deux calèches, elles cheminent ensemble, elles cheminent en parallèle, quelque chose comme ça. Exact. Et chacun est responsable de ne pas épuiser son cheval. D'avoir un cocher qui n'emballe pas ses émotions en donnant des coups de fouet pas possible, d'entretenir son corps, c'est la calèche, tu vois. Si ma calèche, si mes roues elles sont mal réparées, mal huilées, si ma roue casse, qu'est-ce que tu veux, si je donne pas assez de repos à mon corps, je vais pas plus loin sur mon chemin de réalisation de moi, ok. Et est-ce que je suis responsable de... D'abord, moi, je suis l'être dans la calèche, tu vois. Et est-ce que le cocher, c'est le mental? Et est-ce que moi, je rétablis la connexion avec le mental? Ou est-ce que c'est le mental qui aiguillonne mon cheval de l'émotionnel? Puis du coup, c'est le cocher qui décide de là où il va. Donc chacun, en fait, il nous dit que est responsable de prendre soin de sa calèche et que lorsque les deux prennent soin de leur calèche, on peut faire un bout du voyage ensemble et que ça peut même être agréable. Pour moi, c'est plus que agréable. Moi, je le vis comme un chemin de réalisation de soi. Moi, je n'ai pas d'autre laboratoire aussi intensif, aussi précieux que le couple en ce qui me concerne. Je n'ai pas dit que c'était le cas pour tout le monde. Bien sûr. Mais je vois vraiment que je crois que c'est un chemin que j'ai choisi profondément. Et pour l'instant, je ne vois pas d'autre laboratoire aussi intensif, aussi précieux pour me découvrir moi et me réaliser moi. Pour l'instant. C'est magnifique et je suis très... c'est vrai que c'est un sujet qui me passionne et je me dis qu'on pourrait même peut-être faire dans quelques mois un autre épisode sur le couple, Maryse, parce que j'imagine qu'il y a encore plein d'autres choses à dire en fait. Oui, avec plaisir. Ça m'enthousiasme parce que
Je veux plus vivre cette quête, cette recherche toute seule, Diane. J'ai conscience que la relation de couple, c'est quelque chose de très complexe, parce que ça vient rechercher toutes nos blessures. Donc, dans la relation de couple, il y a énormément d'ingrédients. Là où c'est plus simple à décoder dans une relation de travail ou voilà. Et j'ai vraiment à cœur de partager, voilà ce que j'ai découvert, de le partager, de le transmettre, tu vois. Et puis que pour moi, en ce qui me concerne, je peux pas que ça, hein, c'est la voie où j'ai envie de me réaliser pour apporter ma contribution à la paix dans le monde. Parce que pour moi, c'est une des zones où il y a le plus de souffrance aujourd'hui, de couple sur 3. Je sais pas, on arrive en statistique dans les lycées, en première, je crois qu'il y a 60% des enfants qui sont en première sont issus de couples séparés. C'est juste se rendre compte de ce qu'on vit et de ce que vivent nos enfants. C'est sans culpabiliser les couples qui se séparent. Hein. Je suis loin de ça. Hein. Je me doute bien que s'il y a séparation, c'est que les couples n'arrivent pas à faire mieux, hein, ou faire autrement en tout cas. Bien sûr, bien sûr. Et en même temps, qu'il y a de l'espoir, que j'imagine c'est possible que le couple soit un chemin de transformation, de réalisation, et plus on mettra de la conscience dessus, plus on mettra vraiment de la, voilà, que chacun puisse voir les ingrédients de cette réalisation, et plus j'imagine que ça pourra apporter un peu plus de paix en tout cas, sur ce chemin du couple. C'est ça. Pour moi, on est à la croisée du chemin où jamais la souffrance de couple n'a été aussi visible dans le sens des séparations. Oui. Dites, parce que jamais on a autant parlé de la violence conjugale. Encore une fois, je suis pas en train de mettre les femmes comme étant des victimes des hommes. Hein. Ouh là là, surtout pas. Hein. Mais en tout cas, voilà, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, tout ce qui circule, il y a beaucoup de choses qui sont visibles. Et d'ailleurs, j'aime pas du tout la manière dont on culpabilise tous les hommes comme si on les mettait tous dans le même sac. C'est vraiment, j'ai beaucoup de compassion pour les hommes et leur difficulté à ce chemin-là aussi. Hein. Oui. Donc jamais, pour moi, la souffrance n'a été aussi visible, dite, vue, et jamais on a eu autant d'outils collectifs pour transformer. Comme par hasard. Comme par hasard, là où il y a 30 ans, il fallait être très riche pour faire une psychanalyse, etc., etc., et bien aujourd'hui, il y a plein d'outils qui sont faciles, gratuits sur Internet, etc., etc., pour faire une transformation collective. Magnifique. Merci Maryse pour voilà toute cet espoir, ces outils aussi, puis aussi d'avoir passé autant de temps à arpenter, à explorer, à regarder voilà ce chemin du couple, parce que je crois que effectivement il y a vraiment une conscience à amener, et que le soutien il est important dans ces moments-là. Mais oui, et le soutien mutuel. Voilà, et de dire, mais il y a autre chose qui peut exister. Et de le partager grandement. Voilà, donc est-ce que par exemple, si quelqu'un est intéressé à aller voir tes stages, il peut les trouver sur cndformation.fr en tapant ton nom, j'imagine. Oui, et surtout ce que les gens peuvent faire, c'est d'aller visionner. Je viens de mettre sur YouTube la conférence que j'ai faite sur l'amour et le couple. Chérie, chérie, où as-tu donc encore planqué l'amour? Je viens de la mettre sur YouTube. D'accord, donc si on tape sur YouTube Chérie, chérie, ou tu peux me rappeler le titre? C'est chérie, point d'interrogation, chérie, IE, point d'interrogation, où as-tu donc planqué l'amour? Super, merci Maryse pour je viens de la mettre.
Et puis, eh ben, écoute, je pense en tout cas que je reviendrai vers toi dans quelques temps pour voilà, continuer à explorer ce sujet qui est passionnant. Je te souhaite une belle journée. Merci pour ce partage. Ouais, et merci à toi, Diane. Au plaisir de se reparler. Merci. Merci, Diane. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir.